Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de nouveau d'espaces vectoriels normés. Je dis de nouveau parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les espaces vectoriels normés à laquelle vous pouvez vous référer pour les notions qu'on va utiliser aujourd'hui pour aller un peu plus loin, à savoir ce que c'est qu'un ouvert, un fermé d'un espace vectoriel normé, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler de suites dans les espaces vectoriels normés, de fonctions définies sur des espaces vectoriels à valeur dans d'autres espaces vectoriels normés, de continuité, on va parler de compacité et enfin on parlera de connexité par arc. C'est parti! On va se donner un espace vectoriel normé. Première chose, on va donner une définition de ce que c'est qu'une suite dans cet espace. Alors, on appelle suite d'éléments de E toute application petit u qui prend en argument des entiers et qui donne des valeurs dans E. Donc en fait, c'est exactement comme une suite de réels, sauf que les valeurs de la suite U, ce n'est pas des réels, c'est des éléments de E. Alors, quand on parle de suite, il y a une notion très importante, c'est la notion de convergence. Donc on va tout de suite donner la définition de ce que c'est qu'être convergent. Et vous allez voir qu'il n'y a quasiment rien de différent avec les suites de réels. Donc si on se donne une suite U d'éléments de E, ça c'est l'ensemble des suites d'éléments de E. C'est l'ensemble des applications de N dans E. Eh bien, on dit de la suite U qu'elle converge. On peut préciser dans E, si et seulement si. Eh bien, vous savez que quand on converge, quand une suite converge, c'est qu'elle a une limite. Donc en fait, on a existence de la limite qui est dans E, parce que c'est une suite d'éléments de E, elle va converger vers un élément de E. Il y a une limite dans E. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, en fait, peu importe l'écart que je me donne, pour tout epsilon positif, il y a un rang dans N, à partir duquel, ce que j'exprime par le fait que pour tout N plus grand ou égal à N0, je vais avoir quelque chose qui est vrai. Et ce quelque chose qui est vrai, c'est que UN moins L en norme, et c'est ça qui change par rapport au réel, mais c'est la seule chose, est plus petit ou égal à epsilon. Qu'on mette plus petit ou égal ou strictement plus petit ici, ça ne change rien. Bien, on peut encore écrire ça simplement pour faire écho à la vidéo précédente. Cette condition, elle s'écrit UN appartient à la boule fermée de centre L et de rayon epsilon. Et je vous ai dit qu'il y a équivalence avec dire que UN est dans la boule ouverte de centre L et de rayon epsilon. Voilà ce que cela veut dire qu'une suite converge. Donc en fait, c'est comme d'habitude. Quand je dis comme d'habitude, c'est comme d'habitude par rapport aux suites de réels. Si vous avez une suite U qui converge vers l'élément L de E, eh bien vos éléments de la suite se baladent dans E. Voilà U0, U1, U2, etc. Mais à partir d'un moment, tous les termes de la suite se retrouvent dans la boule de centre L et de rayon epsilon. Si vous réduisez le rayon, eh bien, il va falloir sans doute attendre plus longtemps. Il va falloir choisir un nouveau N0. Mais tous les points de la suite finiront par rentrer dans la boule. Voilà ce que c'est que la suite UN converge vers un élément dans E. Alors, il y a une chose qui est importante quand on traite des suites dans les espaces vectoriels normés, c'est de voir ce que c'est qu'une suite extraite. Donc on va se donner encore une définition des suites extraites. Alors, si U est une suite d'éléments de E, donc un élément de E puissance n, on appelle suite extraite de U
ou de UN. Vous savez que ce sont des notations qui sont équivalentes. Si vous ne le savez pas, je vous renvoie à la vidéo sur les suites. Donc on appelle suite extraite de UN tout de suite Vn d'éléments de E toujours, tel que, eh bien, deux choses. Premièrement, il faut qu'il existe une extraction phi. Qu'est-ce que c'est qu'une extraction phi? C'est une application qui va de n dans n et qui est strictement croissante. On va se donner des exemples de telles extractions tout de suite après. Il faut que vous ayez une extraction telle que, pour tout n dans n, eh bien Vn soit extraite de Un, c'est-à-dire c'est U de phi n, d'où le nom de extraction pour phi. Alors, des exemples triviaux, pour que vous voyez un peu ce que ça peut être qu'une suite extraite. Eh bien, si U est une suite d'éléments de E, alors les suites U2n, où je prends les termes pairs, U2n plus 1, où je prends que les termes impairs de la suite U, ou encore U indice n carré pour n dans n, sont des suites extraites de U. Alors, vérifiez bien que ça colle avec la définition du dessus. U2n, l'extraction phi qu'on est en train de prendre, c'est n donne 2n. C'est bien strictement croissant. Ici, c'est n donne 2n plus 1, c'est strictement croissant. Et n donne n carré, c'est encore strictement croissant. Ok, on sait ce que c'est qu'une suite d'éléments de E. On sait ce que ça veut dire qu'elle converge. Ça veut dire que peu importe la boule autour de la limite, aussi petite soit-elle, au bout d'un moment, tous mes termes sont dans la boule. On sait ce que c'est qu'une suite extraite. On va maintenant passer à quelques résultats et théorèmes. Alors, quelques résultats que je vais mettre sous la forme de propositions. Donc, prop pour proposition. Alors, premièrement, vu qu'on vient de voir ce que c'est qu'une suite extraite, eh ben, je peux vous dire que toute suite extraite d'une suite convergente d'une suite qui converge, une suite convergente, est convergente elle-même. C'est un bon exercice que d'essayer de le démontrer. Si vous n'y arrivez pas, contactez-nous, on vous répondra. Deuxième chose, qui est un résultat qui est assez utile et c'est également pas très difficile de le démontrer, c'est que toute suite convergente est bornée. C'est parfois assez utile de pouvoir borner une suite. Si on sait qu'elle converge, elle est bornée. Bien. On va maintenant donner une caractérisation des parties fermées de notre espace E. Alors, dans la vidéo précédente, on a évoqué ce qu'étaient les parties fermées d'un espace vectoriel normé. Et maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une suite dans un espace vectoriel normé et ce que ça veut dire qu'elle converge, eh bien, on va pouvoir donner une caractérisation de ces parties. Si X est une partie de E, eh bien, en fait, X est fermé si et seulement si, donc est fermé dans E, si et seulement si, pour toute suite d'éléments de X qui convergent, mais converger, c'est converger dans E, eh bien, il faut que sa limite soit encore dans X. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, si je me donne une partie X de mon espace plus gros qui est E, et que je prends une suite d'éléments de X, eh bien, peu importe la suite que je prends, par exemple, si je me rapproche de la frontière de X et que je tends vers la frontière, ma limite ici, que je peux appeler petit x, et ça c'est les termes de la suite xn,
Eh bien, si la suite xn converge, je sais qu'elle converge dans E. Donc x, il est toujours dans E. Si la partie x est fermée, j'ai aussi que x appartient à grand X. Il faut que ce soit vrai pour toutes les suites. Donc, donnons-nous un exemple pour bien comprendre cette notion. Eh bien, par exemple, la partie 0,1 ouverte de R n'est pas fermée dans R. Et en effet, j'ai dit la partie 0,1 ouverte. Ça va être un ouvert. Mais voyons pourquoi ce n'est pas fermé. Eh bien, on peut trouver une suite qui ne vérifie pas cette chose. En effet, soit UN égale 1 sur n plus 2 pour n dans n. Je définis bien une suite d'éléments de 0,1. UN, c'est une suite d'éléments de 0,1. Bon, et on sait que la limite de UN, on sait qu'elle converge, et sa limite, c'est bien sûr 0 quand n tend vers plus l'infini. Or, 0 n'appartient pas à 0,1. Voilà donc une suite qui converge dans R, parce que 0 c'est bien dans R, mais 0 c'est pas dans 0,1. Donc 0,1 n'est pas fermé. Bien, j'en viens à la notion de compact. Qu'est-ce que c'est qu'un compact? Vous avez peut-être déjà rencontré ça dans vos cours respectifs. Et si ce n'est pas le cas, on va définir ce que c'est ici. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une suite extraite, on peut définir ce que c'est qu'un compact. Alors, on dit de la partie grand K de E qu'elle est compacte si et seulement si, pour toute suite d'éléments de K, on peut extraire une suite convergente. Voilà, donc un compact, ça va être une partie grand K d'un espace E, tel que si vous prenez une suite de points dans K, peut-être qu'elle ne converge pas, cette suite, donc elle va tourner dans K, par exemple. Je ne vais pas m'arrêter de faire le tour de K. Mais il va y avoir un point, au moins, où, pas forcément dans l'ordre, mais si je les prends avec un certain espace entre chaque point à chaque fois, ils vont tous se rapprocher de la même valeur. Alors, peut-être écrivons ça en termes mathématiques. Ça veut dire que pour toute U suite d'éléments de K, il existe phi une extraction de n dans n. Je dis extraction, mais à ce stade, vous savez qu'une extraction, ça veut dire qu'elle est strictement croissante, telle que la suite U phi de n converge et converge dans K. Vous pouvez rajouter ici que c'est une suite convergente dans K. Bien, alors ce qu'on a tout de suite, avec cette définition, c'est que une partie compacte est fermée et bornée. Le côté fermé, ça vient que la limite de votre extraction, elle va être encore dans K. Donc il faut que K soit fermé. De la même manière, il faut qu'elle soit bornée, votre partie K, parce que si je ne suis pas borné ici, je peux trouver une suite qui ne va jamais s'accumuler en un point. Si vous avez des questions encore sur ce genre de choses, n'hésitez pas à nous appeler. On peut encore dire une chose, c'est que on va se donner une définition. C'est en fait du vocabulaire. Si U
admet une suite extraite qui converge vers L dans E. Donc si vous vous donnez une suite qui admet une suite extraite convergente, et j'appelle L la limite de la suite extraite qui est dans E, alors L est appelée valeur d'adhérence de la suite U. Alors, une valeur d'adhérence, il n'y en a pas forcément qu'une pour une suite U. Et par ailleurs, si vous avez une suite qui converge, ça veut dire qu'elle admet une seule valeur d'adhérence et c'est sa limite. Bien, donc on sait ce que c'est qu'un compact, c'est une partie pour laquelle tout de suite, on peut extraire une suite convergente. Voyons comment on peut utiliser cette notion de compact pour dégager des choses sur les fonctions d'un EVN sur un autre. Parlons maintenant des fonctions qui vont prendre leurs arguments sur un EVN et donner des valeurs sur un EVN. Et on va déjà se donner une définition de ce que signifie avoir une limite pour une telle fonction. En fait, on va faire le pont entre les fonctions définies sur R à valeur sur R, et là, on va prendre une fonction définie sur un espace à valeur dans un espace. Et on va se dire, qu'est-ce que c'est qu'une limite? Qu'est-ce que c'est qu'être continu? Alors, on se prend f, une application, une fonction qui va d'un espace normé, E avec sa norme que j'appelle norme E, pour la différencier de la norme de l'espace d'arrivée f, munie de sa norme que je note avec un indice f, donc une application. Alors, on dit que f admet une limite au point A de E, si et seulement si, et bien si et seulement si, la chose suivante, il faut que la limite existe, je vais appeler ça B, donc il faut qu'il y ait un B ou ça dans F, parce que F elle est à valeur dans grand F, tel que pour tout epsilon strictement positif, et on voit se dessiner la même définition que pour les fonctions réelles à valeur réelle, je veux pouvoir trouver un état strictement positif tel que, et c'est là qu'on peut écrire les choses un peu différemment, peu importe le x que je prends dans la boule ouverte de centre A de rayon état, eh bien f de x se retrouve dans la boule ouverte de centre B et de rayon epsilon. Voyons cela sur un schéma peut-être. Vous prenez un espace de départ E et un espace d'arrivée F. Voilà un point A. On est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire que F a une limite en A. Bon, on sait que F, elle associe les gens de E aux gens qui sont dans grand F. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que si F a une limite en A, j'ai un B que j'ai déjà placé dans grand F, peu importe le epsilon que je me donne, f de x va se retrouver dans la boule ouverte de centre B et de rayon epsilon. Donc, peu importe epsilon, si je prends la boule de taille epsilon autour de B, je peux trouver un état positif tel que les gens qui sont dans la boule de centre A et de rayon état, ici, eh bien, si vous prenez un x là-dedans, son image se retrouve dans la boule autour de B. Si vous réduisez la taille de epsilon, vous allez peut-être devoir venir plus proche de x, mais tous les points qui seront dans la boule vont se retrouver dans la boule image par la fonction f. Voilà ce que c'est que ça veut dire, voilà ce que c'est qu'avoir une limite. Alors, je vous ferai remarquer que ici,
on peut encore l'écrire quasiment exactement comme pour les fonctions réelles, en disant que ça, c'est la même chose que pour tout x dans E tel que x moins a est plus petit strictement que epsilon, ça entraîne... Alors, ici, c'est la norme E, c'est ça qui change. C'est que sur les fonctions réelles, on a des valeurs absolues. Ici, c'est norme E. Et ça entraîne que f de x et b, par rapport à la norme de f, sont proches à epsilon près. Ici, il faut juste que je fasse attention que je n'ai pas le droit de prendre A au départ. Je prends E privé de A. Ok, je ne peux pas directement me placer sur A. Bon, partant de là, on peut directement écrire ce que c'est que la définition de la continuité. F qui va d'un EVN E dans un EVN F est continue au point A de E si et seulement si F admet une limite, c'est la même définition quasiment que sur les fonctions réelles. Ce qui change, c'est la définition de la limite, mais qui elle-même est quasiment pareille. Si et seulement si F admet une limite B en A, et ce qu'on a, c'est que B, c'est f de A. Vous êtes continu si lorsque vous tendez vers A, vous tendez vers f de A. F de x tend vers f de A. Bien, voilà pour les définitions de avoir une limite pour une fonction d'un EVN sur un EVN, être continu. Voyons ce qu'on peut faire comme parallèle avec la compacité. Que dire des fonctions continues lorsqu'on les considère uniquement sur un compact? Eh bien, on a les résultats suivants, qui sont souvent très utiles pour démontrer tout un tas de choses. Premièrement, si f va de k dans f, un EVN, où k est compact et f est continu, alors l'image de k par f est un compact. C'est un compact de grand F, c'est-à-dire un compact inclus dans grand F. Donc retenez que l'image d'un compact par une application continue est un compact. Ça, c'est très important. Ce qu'on tire de ça directement, c'est qu'une application continue sur un compact puisque l'image c'est un compact c'est fermé et borné, et bien en fait, une application continue sur un compact, elle va être bornée et elle atteint ses bornes. Ça, c'est en particulier utile si votre fonction f elle est définie sur un compact d'un EVN en règle générale et à valeur dans R. Par exemple, vous pouvez prendre l'application norme de votre espace E et la considérer sur le compact K, et vous savez que c'est à valeur dans R+. Et bien, ce que vous savez, c'est que cette application, sur le compact K, si elle est continue, eh bien, elle va y être bornée et elle va y atteindre ses bornes. Faites attention, il faut... c'est pas vrai de n'importe quelle fonction, ça va être vrai pour la fonction norme parce que la fonction norme est continue. Bien, voilà ce qu'on peut dire. Peut-être une dernière chose, c'est que une fonction qui va être continue sur un compact, elle est uniformément continue. Ça, c'est très important, c'est le théorème de Hein. Il vous dit la chose suivante. Une application continue sur un compact est
uniformément continue sur ce compact. Donc c'est la généralisation du théorème de Hines sur R. Vous saviez qu'une application continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment. C'est encore vrai quand on remplace segment par un compact d'un EVN plus général. Bien, assez avec cette histoire de compacité. Voyons le cas particulier des fonctions linéaires sur un espace vectoriel normé. Bien, on va maintenant s'intéresser au cas particulier des applications linéaires sur un espace E. Donc, tout le monde sait, à ce stade, que on appelle application linéaire sur E à valeur dans F toute application telle que, eh bien, pour tout UV dans E carré et pour tout lambda dans K, le corps sur lequel E est un espace vectoriel, vous avez F de lambda U plus V qui est égal à lambda F de U plus F de V. Soit dit au passant, il faut donc que F soit sur le même corps que votre fonction petit f pour que vous ayez une application linéaire entre les deux. Eh bien en fait, si on veut revenir à cette histoire de continuité qui est intrinsèquement liée avec la norme qu'on a choisie sur l'espace E ou F, je dis intrinsèquement pour rester très général. On va voir que dans le cas de la dimension finie, toutes les normes sont équivalentes et donc la continuité pour une norme, c'est la même que pour une autre norme. Bon, dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que si F est une application linéaire de E dans F, c'est ça l'ensemble des applications linéaires de E dans F, alors F est continue. Donc la définition de la continuité en soi, c'est celle qu'on a donnée juste avant. Mais on a une caractérisation pour les applications linéaires, et c'est la suivante. Elle est continue si et seulement si vous disposez de K dans R+, tel que, pour tout X dans E, la norme sur F de X soit plus petite ou égale à K fois la norme de X prise dans E. Donc, vu que c'est linéaire, votre fonction, vous savez qu'un vecteur, bon, elle le transforme linéairement. Et l'idée, c'est de dire que la taille, la norme des vecteurs d'arrivée sont contrôlées par la norme des vecteurs au départ. C'est toujours ça l'idée de la continuité, mais ici, ça s'exprime très bien sous cette forme-là. Donc, ce qu'on voit en particulier, c'est qu'une application linéaire qui va être continue est lipschitzienne. Bon, très rapidement, comment on voit qu'elle est lipschitzienne? Ça va nous rappeler ce que c'est qu'une fonction qui est lipschitzienne. C'est que pour tout xy dans E carré, j'écris d'abord que, en effet, on a alors, pour tout xy dans E carré, f de x moins y en norme sur f, c'est plus petit ou égal à k fois la norme de x moins y sur E. Très bien. Bon, et ça vous indique que puisque f est linéaire, vous avez que pour tout xy dans E carré, je peux séparer le f de x moins y en f de x moins f de y, qui est plus petit que k x moins y sur E. Ça, c'est être lipschitzienne pour f. Donc toute application linéaire continue est lipschitzienne.
Dernière chose à ce sujet, c'est que si f, une application linéaire de E dans f, est continue, alors on peut définir ce qu'on appelle la norme triple ou norme subordonnée à E et f de f, et c'est la chose suivante. C'est norme triple de f, c'est le sup pour tous les vecteurs x de E qui sont de norme 1 de la norme de f de x dans f. Vous pourrez vérifier, je vous invite à le faire chez vous, que c'est la même chose que le sup pour les x n'appartenant pas, pour les x dans E, x non nul, de norme de f de x vue sur f, divisé par norme de x sur E. Vu la linéarité de f, vous avez cette égalité. Ok, voilà ce qu'on peut dire des applications linéaires et continues. On va maintenant s'intéresser au cas de la dimension finie et juste dire deux petites choses à propos de la dimension finie. Bien, parlons brièvement du cas de la dimension finie. Lorsqu'on est en dimension finie, on a deux choses en particulier très importantes. La première, c'est qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose? Ça veut dire la chose suivante. Si N1 et N2 sont deux normes sur E, donc c'est E qui est un espace de dimension finie, eh bien, il existe K1 et K2 dans R plus 2 tel que... Alors en fait, on aurait pu prendre K1 et K2 dans R plus étoile, ce n'est pas la peine de le préciser, tel que, quel que soit X dans E, on a K1 N1X qui est plus petit que N2X qui est plus petit que K2 N1X. Donc on peut encadrer une des normes par K1 fois la première, K2 fois la première. Ça vous dit qu'en fait, les deux normes sont vraiment équivalentes. Quand une suite, par exemple, de vecteurs xn va tendre vers 0 pour n2, elle va tendre vers 0 pour n1 aussi. Et également, lorsqu'une suite de vecteurs tend vers 0 pour n1, elle va tendre vers 0 pour n2. Donc ça, on va le dire tout de suite, parce que c'est un point qui est important. Ainsi, par exemple, les ouverts de E au sens de N1 sont les mêmes que ceux au sens de N2. Et prenez garde, si vos normes ne sont pas équivalentes, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand vous prendrez des espaces de fonctions, avec les normes 2 ou norme infinie ou norme 1, les ouverts ne sont pas les mêmes pour ces différentes normes. En dimension finie, on est dans le cas inverse. Le dernier point que je veux vous dire à propos de la dimension finie, c'est que si f est maintenant une application linéaire qui va de E dans f, où f est un EVN, alors f est continu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut dire donc Lipschitzienne. Pour rester propre, n'oublions pas de dire qu'elle est continue sur E. Donc en dimension finie, toute application linéaire est continue.
Très bien. J'en reste là pour le cas de la dimension finie. Une dernière notion que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est la connexité par arc. Dernière notion que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, c'est la connexité par arc. Alors, on va s'en donner la définition. Et peut-être, je vais commencer par vous montrer ce que c'est que la connexité par arc. Eh bien, la connexité par arc, c'est la chose suivante. Vous prenez un ensemble ou un espace vectoriel de dimension finie E. Cet espace vectoriel, on dit qu'il est connexe par arc si, peu importe les deux points que je prends A et B dans E, je peux tracer un arc continu qui va me joindre A et B. Sur mon dessin, ça paraît évident que je peux le faire. Mais imaginez qu'en fait, je me sois trouvé dans la situation présentée ici, où mon ensemble E, il va être coupé en deux morceaux. Si j'ai A là et B ici, aucune chance de joindre A et B de façon continue. Il va falloir que je fasse un saut ici. Si vous êtes connexe par arc, en fait, vous pouvez faire ça. C'est ça qu'exprime la connexité par arc. Alors, comment ça se dit mathématiquement? Eh bien, ça se dit de la façon suivante. Vous prenez E, un espace vectoriel de dimension finie, et X, une partie de E. Eh bien, on dit que X est connexe par arc si et seulement si, pour tout AB dans X2, il faut que vous puissiez trouver une fonction continue. Qu'est-ce qu'elle va vous faire, cette fonction continue? Et surtout une fonction continue d'où à où? Eh bien, en fait, on va prendre un objet qui paraît connexe, c'est-à-dire où on peut faire des liens, donc l'intervalle 0,1, à valeur dans X, tel que f de 0, ça va être A, et f de 1, ça va être B. Votre fonction f, elle vous trace un arc entre A et B. C'est-à-dire, si je reprends mon dessin de tout à l'heure, voilà X, ma partie de E, j'ai A et j'ai B, j'ai une fonction continue de l'intervalle 0,1 qui donne des valeurs dans X, et vu qu'elle est continue et que cet objet-là, on comprend la notion de connexité, c'est un intervalle, je n'ai pas besoin de lever le crayon, le premier point, il est envoyé sur A, le dernier point, il est envoyé sur B, et quand je parcours mon segment, eh bien, je vais tracer un arc sans lever le crayon de A vers B. Je trace mon arc avec ma fonction f. Ok, voilà ce que c'est qu'être connexe par arc. Alors, on peut dire les choses suivantes immédiatement, que je mets sous forme de proposition. Eh bien, toute partie convexe d'un EVN de df pour dimension finie, toute partie convexe d'un espace vectoriel normé de dimension finie est connexe par arc. Je vous rappelle qu'être convexe, ça veut dire contenir tous les intervalles. Vous êtes convexe si lorsque vous prenez un point et un autre point, il contient tout l'intervalle entre x par exemple et y. Je vous renvoie au cours sur les espaces vectoriels si jamais vous ne vous rappelez pas ce que c'est que l'intervalle entre x et y. Donc toute partie convexe est connexe par arc. Et en fait, on en déduit la chose immédiate
suivante, c'est que les ensembles connexes par arc de R sont les intervalles. En fait, vous pouvez voir ça comme une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, parce que vous prenez une fonction continue de 0,1 dans R, donc votre image, c'est forcément un intervalle. Ce qu'on peut dire, enfin, une dernière chose, c'est que si maintenant vous prenez un deuxième espace vectoriel F, de dimension finie celui-là aussi, et si F, c'est une application qui va de E dans F, et si vous prenez une partie connexe par arc de E, si X est inclus dans E, connexe par arc, alors la partie Y, qui est l'image de X par votre fonction F, pardon, j'ai oublié de dire qu'elle doit être continue, c'est absolument crucial. Si vous prenez une fonction continue, l'image d'un connexe par arc est encore connexe par arc. Ce qui généralise le résultat précédent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les espaces vectoriels normés sur la deuxième partie de cette vidéo. Si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à vous référer à la première vidéo pour éclairer les concepts qu'on a utilisés. S'il reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter à Optimal Subsp. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.